bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Pimon. Maintenant, on va aborder le sujet d'une des plus grandes civilisations qui ait jamais existé sur la planète, les Romains. Les Romains, on date l'apparition de leur civilisation de moins 753 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 476. C'est une des civilisations qui a utilisé le plus de techniques par rapport à la civilisation de la Grèce antique, qui utilisait beaucoup moins de techniques abouties, mais eux autres, ils étaient plus au niveau théorique. C'est l'historien Vitruve qui, en l'an moins 20 avant Jésus-Christ, a le mieux expliqué les machines et inventions qu'ont construit les Romains au cours de l'édification de leur civilisation. À l'apogée de l'Empire romain, la superficie de leur territoire couvrait environ 10 000 km entre la Grande-Bretagne et puis l'Afghanistan. Et puis on va voir l'Inde. C'était une civilisation qui faisait de grandes conquêtes, de grands mouvements migratoires, afin d'imposer sa domination partout où elle posait le pied. Comme le disait si bien Jules César, « Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu ». Maintenant, on va regarder en détail la civilisation romaine. Les Romains utilisaient donc l'énergie hydraulique pour leurs machines, l'électricité même avec la pile de Bagdad, l'énergie solaire et l'énergie thermique. Par exemple, les Romains utilisaient des systèmes automatisés pour moudre le grain afin d'alimenter une ville au complet. Il y avait des structures en pierre dans une côte avec des bâtiments. Puis de chaque côté des bâtiments, il y avait des ruisseaux qui coulaient avec un angle assez à pic afin que l'eau descende assez rapidement. Ensuite, il y avait des grosses roues à aubes à l'intérieur de ces ruisseaux-là. Ces ruisseaux-là faisaient tourner des roues à l'intérieur qui faisaient tourner une autre roue verticale qui faisait finalement tourner une roue horizontale pour la meule. Donc la meule, elle, ensuite, elle tournait de façon horizontale pour moudre le grain de manière automatique sans que personne ou des bœufs aient besoin de tourner autour la meule et puis perdre de l'énergie finalement. Ils utilisaient aussi des scies à plusieurs lames qui étaient également alimentées par des roues. Les roues aussi fonctionnant avec des ruisseaux finalement autour. Et puis ces roues-là faisaient bouger des scies de gauche à droite avec un système où est-ce que là finalement en temps normal c'était des bœufs qui tiraient, un peu comme selon ce que faisaient les Égyptiens. Sauf qu'eux autres, les Romains, ben dans un but de pas trop forcer, ils automatisaient souvent tout leur système. Et puis, la façon que c'était configuré, en fait, c'était... Au bout de ça, bon, il y avait le mouvement mécanique là, fait par les roues et l'eau, là. Mais au bout, sinon, c'était un gros bloc de pierre qui, en dessous, avait une lame de fer. Et puis, le bloc de pierre, lui, il était attaché avec des cordes de chaque côté. Fait que ces cordes-là qui, anciennement, étaient tirées par des bœufs ou des hommes. Mais là, c'était tiré par le mouvement mécanique. OK, de hydraulique là, de la roue. Et puis, ce bloc-là, quand il était tassé de gauche à droite, ben là, lui, il faisait une pression, vu qu'il était lourd, sur la scie qui était en dessous. Puis la scie, elle, était placée, évidemment, au-dessus des blocs à couper. Puis, comme j'expliquais aussi pour le même système que les Égyptiens, ben ils mettaient du sable en bas où est-ce que la scie a coupé, afin de faire un abrasif, puis permettre, avec la silice à l'intérieur, de couper tranquillement là, la roche. Donc, c'est ça. Et puis tout ça, ce système-là, le bloc avec la scie en dessous, ça glissait, mais dans un rack en bois.
qui était fait de façon horizontale, là. C'est comme 2 lames, là. Puis ça, ce système-là parallèle, lui, le bloc ne pouvait que bouger à l'intérieur de ce rack en bois-là. Eux autres aussi, les Romains, quand ils voulaient construire des colonnes, comme on voit dans plusieurs de leurs temples, ben, en fait, ils pouvaient, avec la scie que je viens de décrire, couper des pierres sur le côté qui étaient directement dans la carrière. Donc, ça lui permettait de faire des beaux morceaux droits, là, des espèces d'obélisques. Ou sinon, tout ce qu'il faisait simplement, il coupait des rondelles de pierre assez larges, mettons de 1 mètre de diamètre. Là. Puis là, les rondelles, il les empilait une par-dessus l'autre pour faire des grandes colonnes. Puis là, au début, ben, la colonne, les côtés, tout ça, c'était grossier. Mais finalement, il coupait, tu sais, il faisait le travail de finition par la suite directement où est-ce que les morceaux étaient incongrus. Ce qui faisait à la fin qu'on voyait une belle colonne droite qui paraissait parfaitement polie, mais en fait, elle avait été commencée de façon brute. Il utilisait également des systèmes de grues avec le principe de transmission pour finalement faire un système de poulies. Là. Puis les grues, eux autres, c'était la façon des crinquer, c'était avec des immenses roues, comme une cage à hamster, là, la roue d'un hamster, où est-ce que là, la personne, elle marchait là-dedans. Puis ça, finalement, ça tirait une corde, un système de cordes qui, eux autres, avec des poulies, diminuait la force nécessaire que ça prenait. Puis plus qu'on multipliait le nombre de poulies puis de cordages, moins que c'était difficile de forcer. Sauf que ça prenait plus de tours de roue. Donc avec ça, il était capable d'importer de la pierre, des colonnes, un peu du même type que j'expliquais les colonnes égyptiennes. Et puis ils ont trouvé un immense obélisque que les Romains avaient transporté qui pesait 1200 tonnes. Avec le système de grue, ben, il n'y a pas grande civilisation qui utilisait ça à cette époque-là afin de faire leur temple, leur construction ou toute autre manipulation importante d'envergure. Les Romains, eux autres, faisaient des recherches scientifiques, si on veut, à chaque fois qu'ils résolvaient un problème, qu'ils créaient une machine, peu importe, ils écrivaient ça, ok, pour finalement le noter, puis que quand les troupes étaient pour arriver à un autre endroit, que tout soit déjà répertorié. Quand ils voulaient aussi creuser des mines pour aller chercher de l'argent, des métaux, de l'or, du bronze, etc., eh bien là, dans les mines, il y avait le même problème qu'aujourd'hui, dans le sens que l'eau se remplissait dans les canalisations. Ainsi, pour finalement enlever l'eau, ben, il y avait des pompes. Puis ça permettait de transporter l'eau vers l'extérieur. Puis ça, c'était des systèmes pour remonter l'eau qui étaient encore là faits avec les roues à aube. Donc, à l'intérieur des mines, une fois qu'ils creusaient un trou, ils faisaient des cavernes. Puis là, ils installaient une grande roue où est-ce qu'ils apportaient le bois. Ils construisaient la roue à l'intérieur de cet espace-là, dans la terre, où est-ce qu'il y avait de l'eau à enlever. Puis la personne roulait, marchait encore dans cette roue-là, la petite cage ronde à hamster. Ce qui faisait qu'avec des pompes, mais il était capable de sortir l'eau tranquillement de la mine. Puis en Italie, on a retrouvé des endroits comme à la mine de Rio Tinto, où est-ce qu'il y avait plusieurs roues qui étaient stockées là-bas, jusqu'à 29 mètres de profondeur. Puis ces roues-là, ben, ils étaient encore préservés dans la terre, finalement. Là, c'était des vestiges archéologiques. Puis c'est ça, dans le fond, avec les différents systèmes de vis d'Archimède, ça lui permettait d'enlever 72 litres par minute. Puis chaque personne qui travaillait dans des roues tournait comme ça pendant 8 heures de temps, afin de finalement de faire des chiffres complets sans que ça soit de l'esclavage, là, on s'entend, là. Et puis cette personne-là s'éclairait avec des petites bougies. Une fois que, dans le fond, l'eau était sortie, ben là, on pouvait creuser plus loin, et ainsi de suite. Mais il fallait que les roues tournent en permanence, parce que sinon, l'eau, c'est sûr qu'elle serait accumulée dans les canalisations, dans les cavernes de la mine. Puis avec des grandes quantités d'argent, d'or, etc., ben, l'Empire romain pouvait accumuler de grandes richesses, puis ensuite taper des pièces, puis finalement
échanger ça avec les différents peuples partout où est-ce qu'ils faisaient du marché. Car la plupart des autres peuples, eux autres, n'avaient pas des mines aussi efficaces que celles des Romains. Donc, pouvaient extirper moins d'argent. Avec ce système-là, l'eau pouvait être apportée aussi très loin par la suite, ce qui permettait qu'elle ne revienne pas dans la mine, par gravitation et diffusion de l'eau. Au niveau des systèmes aquifères, les Romains avaient également des aqueducs qui se profilaient sur plusieurs kilomètres afin d'apporter de l'eau à la ville, aux différentes villes, dans le fond, qui colonisaient, surtout Rome, là. Puis, entre-temps, ben là, évidemment, il y avait là-dessus, sur ce chemin-là, des fois, des roues, des systèmes, comme je parlais précédemment, afin de produire, avec de l'énergie hydraulique, certains mouvements particuliers pour la fabrication des objets qu'ils voulaient. Et puis, ou alimenter des fontaines, des jardins, les aqueducs publics, là, ce qu'on va voir en détail. Donc, eux autres, ce que ça prenait, les Romains avaient compris que ça prenait une circulation d'eau constante qui était apportée à la ville. S'il n'y avait pas d'eau, bien, toutes les activités de la ville étaient stoppées. L'eau stagnante ne permettait pas d'abreuvoir la population, d'effectuer les différentes tâches. Donc, dans les civilisations de cette époque-là, soit qu'ils s'installaient proches de sources d'eau, mais habituellement, il y avait de la misère à apporter l'eau là, directement à chaque maison ou dans les maisons de riches, là, si on veut. Puis le problème, des fois, c'est que eux autres, à partir de l'aqueduc, ça, c'était un chemin, c'était des grandes colonnes qui installaient avec des arches pour que l'eau puisse couler à travers ça. Une espèce de tuyau, mais à air ouverte. Mais parfois, c'était refermé là, par-dessus là, pour éviter qu'il y ait de la contamination de l'eau. Puis quand l'eau passait là-dessus, il y avait juste un petit degré de dénivellation, ce qui permettait d'apporter l'eau d'une certaine région puis la faire descendre jusqu'à la ville, plusieurs kilomètres plus loin. Sauf que ça arrivait à l'occasion qu'il y avait des creux, il y avait des vallées où qu'il fallait faire remonter l'eau plus haut que le niveau précédemment rencontré sur le trajet de l'aqueduc. Alors les Romains, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient capables de faire des siphons géants. Et finalement, quand l'eau descendait, ben, ils faisaient un tuyau plus fin, ce qui permettait que de l'autre côté, l'eau soit aspirée vers le sommet de la colline. C'est un genre de système hydraulique. Et puis, ce système-là, avec des théories contemporaines, leur permettait de faire continuer l'eau plus loin dans l'aqueduc. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Ils n'auraient pas pu franchir des obstacles comme ça. Puis, il y allait des fois jusqu'à 3 siphons dans une même vallée, afin d'être certain que l'eau puisse traverser de l'autre côté. Puis aujourd'hui, ben, vous faites le même principe avec un tuyau. Vous faites couler de l'eau d'un côté du tuyau. Et puis avec la pression, quand l'eau tombe, et puis le vacuum d'air que ça fait de l'autre côté en avant de l'eau, bien ça c'est suffisant pour tirer l'eau vers le sommet de l'autre tuyau. Donc, ça, les Romains avaient compris ça v'là 2000 ans, ce qui était quand même surprenant, parce qu'il n'y avait pas d'autres civilisations qui utilisaient cette technique-là. Une fois que l'eau était rendue jusqu'aux canalisations de la ville, puis en passant, ben, quand les barbares ont voulu faire un siège et assoiffer Rome, eh bien, ils ont détruit les canalisations, les aqueducs, ce qui a fait que les Romains, après un certain temps, ils ont manqué d'eau. Puis ça leur a porté un coup grave. L'émission radiophonique
les révolutionnaires planétaires. Avec votre animateur, Alexandre Pimont.